Mesdames, Messieurs, on passe à la paléontologie, à la science des fossiles et aux formes en paléontologie. Naturellement, la paléontologie, par essence, est une discipline où l'on ne peut pas expérimenter, ou très peu, d'une manière tout à fait secondaire et indirecte. En paléontologie, on regarde la forme, la structure, parfois la chimie des organismes, le trépas libérateur étant passé sur les organismes, et naturellement, il ne restait plus rien d'autre que ce qui pouvait se conserver, c'est-à-dire le minéral généralement. Nous verrons tout à l'heure qu'on a, même pour des parties, ce qu'on appelle les parties molles des organismes, on peut avoir quelques données sur la forme et sur la structure qui sont maintenant un sujet tout à fait, qui devient tout à fait d'actualité dans les recherches sur les fossiles les plus anciens. Là, je me contenterai de vous parler de la paléontologie, de la forme chez les vertébrés. Alors, je m'excuse, je vous prie de m'excuser, mes diapositives sont en anglais, les titres des diapositives sont en anglais, mais vous n'aurez guère qu'à regarder les images et, si nécessaire, je vous expliquerai quelques détails. Voilà un exemple des vertébrés. Pourquoi j'ai pris les vertébrés? C'est parce que je suis paléontologue de vertébrés, surtout, donc c'est le groupe que je connais le plus. Et en particulier, je prendrai le cas des poissons, parce que les poissons sont parmi les plus anciens vertébrés. Et j'aurais pu prendre les dinosaures, certes, j'aurais pu prendre tout autre groupe, des mammifères, mais les poissons étant les plus anciens vertébrés, les problèmes de la forme et de l'interprétation de la forme pour des périodes très anciennes, allant de 400 jusqu'à 500 millions d'années, posent souvent des problèmes d'interprétation, d'observation, et nous en verrons quelques exemples. Alors voilà une collection des vertébrés actuels, vous les reconnaissez pratiquement tous. Je pense qu'il y a un pointeur là. Vous voyez ici ce grand groupe des tétrapodes, très grand groupe de vertébrés actuels, dont nous faisons partie, l'homme étant un tétrapode, ce sont tous les vertébrés qui possèdent 4 membres et qui sont capables de marcher sur la terre ferme. Et tous les autres vertébrés sont des poissons, vous les reconnaissez ici, les requins, des poissons à nageoires rayonnées, un petit peu proches des harengs, le sélacanthe, les poissons à poumons. La majorité des poissons actuels sont des vertébrés actuels, sont des vertébrés à mâchoire, des gnatostomes. Il y a à peu près 62 000 espèces. Et vous voyez que depuis les requins jusqu'à l'homme, il y a parfois des relations peut-être un peu conflictuelles, mais néanmoins, ces gnatostomes, grâce à leur mâchoire, grâce à des quantités de caractères à la fois anatomiques, physiologiques et comportementaux, ont très rapidement conquis une grande partie de la planète au cours, disons, des 400 derniers millions d'années. Par ailleurs, il y a un petit groupe de vertébrés qui, eux, n'ont pas de mâchoire et que l'on a longtemps supposé, à juste titre d'ailleurs, qu'ils étaient plus primitifs puisqu'ils n'avaient pas de mâchoire. Et effectivement, ces vertébrés sans mâchoire, que l'on appelle les cyclostomes, je pense que tous ceux d'entre vous qui ont fait un peu de zoologie connaissent ce groupe, il comprend les lamproies, et les lamproies ici et les myxines. Et ils sont assez peu connus du grand public, puisque, sauf pour les Bordelais qui mangent fréquemment de la lamproie, c'est d'ailleurs délicieux à la bordelaise, mais la myxine ou hagfish est très peu connue puisqu'elle vit généralement dans des grandes... C'est une forme marine qui vit dans des grandes profondeurs. Mais ces deux groupes de cyclostomes ont quelques ressemblances tout à fait particulières, notamment la présence d'une seule narine dans laquelle s'ouvre un sac nasal unique. On voit ici la narine de la myxine et ici la narine de la lamproie qui est en position dorsale. Point important, on verra tout à l'heure avec les relations avec les fossiles.
Et les lamproies, pour ceux qui les connaissent, sont des animaux qui généralement s'attachent sur les pierres ou sur des animaux, ou sur d'autres poissons qu'elles parasitent, parfois même sur l'homme d'ailleurs, grâce à leur ventouse orale qui entoure la bouche. Alors, quand on regarde le crâne des vertébrés actuels, de ces grands groupes de vertébrés actuels, c'est-à-dire les vertébrés sans mâchoire représentés par la myxine et la lamproie, et puis là un vertébré à mâchoire, il s'agit d'un requin, on voit qu'il y a très peu de points communs, ça ne saute pas aux yeux. En fait, il est extrêmement difficile de trouver des caractères homologues, il y en a naturellement, mais ça ne saute pas aux yeux, des caractères homologues entre le crâne de la myxine, de la lamproie et du requin, tout au plus les capsules otiques, les capsules nasales, un peu les arcs branchiaux, mais ils n'ont pas du tout la même morphologie. Et autant les gnatostomes possèdent souvent un squelette fortement ossifié, de l'os dermique, de l'os superficiel, également des dents, donc tout un squelette fortement calcifié. Par contre, la lamproie et la myxine n'ont aucun élément calcifié dans leur squelette, ce qui naturellement exclut ou semble exclure toute possibilité de conservation à l'état fossile. Alors, les relations entre les cyclostomes et les gnatostomes ont été l'objet de débats au cours des 10 dernières années à peu près. Classiquement, on reconnaissait les cyclostomes comme étant un groupe monophylétique, c'est-à-dire avec les myxines et les lamproies formant un seul et même ensemble, ayant un ancêtre commun qui n'était pas partagé avec les gnatostomes. Mais au cours de ces 10 dernières années, on s'est posé la question de savoir si, par hasard, la lamproie n'était pas plus étroitement apparentée aux gnatostomes, aux vertébrés à mâchoire, qu'aux myxines. Et la raison pour cela, c'était le fait que les lamproies et les gnatostomes possèdent des véritables éléments vertébraux, ils ont une colonne vertébrale, alors que la myxine n'a apparemment aucune trace de colonne vertébrale autour de la corde dorsale, le long de la corde dorsale. Alors, actuellement, les données moléculaires ont largement, et des données développementales également, ont largement conforté ou supporté l'hypothèse des cyclostomes, c'est-à-dire l'hypothèse de la monophylie des cyclostomes, et il se trouve que l'hypothèse inverse, l'hypothèse opposée, c'est-à-dire la paraphylie des cyclostomes, semble actuellement devoir être abandonnée. Ce qui est bien triste parce que le fait d'avoir des cyclostomes paraphylétiques, c'est-à-dire avec des lamproies plus proches des vertébrés à mâchoire que des myxines, donnait quelque espoir de comprendre l'évolution des caractères à l'origine, à la base même de l'arbre phylogénétique des vertébrés, ce qui est encore actuellement un gros problème. L'origine des vertébrés, même si elle est de mieux en mieux résolue, mais est encore l'objet de controverses, et en particulier en ce qui concerne les groupes les plus proches parents des vertébrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement les prochordés. Alors, les fossiles, là je vous traduis, quelles sont les propriétés uniques aux fossiles ? Qu'est-ce qu'il y a chez les fossiles qui ne peut pas être remplacé par d'autres disciplines de la biologie ou d'autres disciplines de la biologie comparative? La première, c'est que les fossiles fournissent des assemblages, des associations de caractères morphologiques qui n'existent plus dans la nature actuelle. Par exemple, le fait d'avoir, chez un fossile comme l'Archéoptéryx, l'un des plus anciens oiseaux connus, d'avoir chez l'Archéoptéryx des griffes aux bras et des plumes. Et c'est quelque chose qui n'existe plus dans la nature actuelle. Et également des dents, des griffes, des dents et des plumes. Vous ne trouvez pas d'oiseau ayant des griffes, des dents et des plumes en même temps. Les fossiles donnent également un âge minimum pour les caractères morphologiques qui définissent les groupes, mais donc
à l'ensemble des groupes. Par exemple, quand on trouve un oiseau il y a 150 millions d'années, on sait que les oiseaux étaient déjà là il y a 150 millions d'années. Bon, ça semble être une tautologie, mais c'est quand même quelque chose d'important si vous considérez si vous imaginez un monde sans fossiles, où aucun fossile ne serait connu, ça serait extrêmement difficile, même avec les progrès fantastiques de la phylogénie moléculaire, de la biologie moléculaire, ça serait très difficile d'imaginer la présence, par exemple, d'oiseaux il y a 150 millions d'années. Et enfin, les fossiles donnent des distributions géographiques des organismes qui est tout à fait différente de celle que l'on trouve dans la nature actuelle. Par exemple, on n'aurait pas pu, sans les fossiles, imaginer qu'on ait pu trouver dans des terrains datant d'environ 60 millions d'années, à Montmartre, un opossum, une sarrigue, un marsupial, puisque actuellement les marsupiaux sont restreints aux Amériques et à l'Australie. Alors, les poissons. L'histoire des recherches sur les poissons fossiles, je passerai rapidement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais tout a commencé avec un Suisse, Louis Agassiz, qui était un élève de Cuvier. C'était un postdoc de Cuvier, comme on dirait maintenant. Et Agassiz avait eu pour charge de faire une étude générale des poissons fossiles et de les insérer dans les classifications des poissons actuels que l'on reconnaissait à l'époque, classifications qui étaient basées essentiellement sur la forme des écailles, ce qui n'avait pas grand sens, mais malheureusement à l'époque c'était tout ce qu'on pouvait avoir. Et Agassiz avait à sa disposition un certain nombre de poissons fossiles qui avaient été ramenés ça et là par les géologues et les paléontologues, et il avait organisé ces poissons fossiles ou la présence de ces poissons fossiles dans l'ordre stratigraphique, dans l'ordre de l'âge relatif des terrains où ils ont été trouvés, les plus anciens paléozoïques étant ici et les plus récents étant ici. Et c'est d'ailleurs Agassiz lui-même qui a été le premier à utiliser cette représentation des arbres, ce qu'on appelle maintenant des arbres évolutifs, mais à l'époque Agassiz n'était pas évolutionniste. Cette représentation en forme de fuseau, avec des sortes de spindle-shaped trees, comme disent les Anglais, et c'était un des premiers à avoir fait ça, sinon d'ailleurs je crois le premier. Alors il a organisé ce qu'il pensait être l'histoire géologique des poissons fossiles, et il s'était particulièrement intéressé aux poissons fossiles les plus anciens, puisque c'était les plus anciens vertébrés connus, et on pensait que c'était là qu'on pouvait trouver l'indice de la forme les caractères morphologiques, les caractères anatomiques des plus anciens vertébrés connus. Agassiz avait un élève, un étudiant qui était Carl Vogt. Carl Vogt il n'était pas non plus évolutionniste, mais c'est devenu ensuite un grand évolutionniste et ami de Haeckel. Et Carl Vogt avait travaillé sur l'embryologie de la queue des poissons actinoptérygiens, des poissons un petit peu comme la morue ou le hareng. Et il s'était aperçu qu'il avait travaillé aussi surtout sur la truite, et il s'était aperçu que la queue de la truite, dans les stades embryonnaires les plus précoces, ici, ressemblait un petit peu à la queue d'un requin. Ici, voilà par exemple une queue de requin. Et curieusement, comme il travaillait avec Agassiz, il s'était aperçu également que parmi les collections de poissons d'Agassiz, plus les poissons étaient anciens, plus la queue avait cette forme ascendante, c'est ce qu'on appelle une nageoire caudale épicerque, et que l'on trouve chez, par exemple, des actinoptérygiens du Carbonifère d'environ 200 ou 300 millions d'années. Et ça fait jaillir dans son idée, et surtout dans celle d'Agassiz, l'idée que plus on se rapprochait, plus on descendait, on remontait le temps plutôt, plus on allait dans des périodes anciennes, plus on se rapprochait de
de la structure embryonnaire. Alors ça, c'est une idée qui a été très répandue au XIXe siècle, et c'est une idée qui a été un petit peu, qui a pavé le chemin de l'évolutionnisme darwinien. Darwinien parlait de cette comparaison embryon-âge relatif des organismes. Et Agassiz avait appelé ça le threefold parallelism, c'est-à-dire le triple parallélisme, c'est-à-dire le parallélisme entre le développement embryonnaire, l'âge géologique des fossiles et également la position des organismes dans la classification. Il faisait un triple parallélisme qui semblait cohérent à l'époque. Alors naturellement, il y a eu énormément de débats jusqu'à l'époque, jusqu'aux années 1980, avec les travaux de Gould, sur la signification de ce triple parallélisme. Était-ce une forme de néocréationnisme? Était-ce une forme d'intelligent design? Au contraire, était-ce réellement une piste importante pour la génétique du développement et la biologie du développement? Ça, je pense que Denis Duboul vous en parlera ultérieurement. Et Agassiz avait un rabatteur de fossiles qui s'appelait Hugh Miller. Hugh Miller, c'était un personnage haut en couleur, un Écossais de Cromarty, qui a beaucoup écrit sur les légendes écossaises. Et il était tailleur de pierre à l'origine, et il s'amusait, il passait ses journées à ramasser des cailloux. Ici, ça c'est une vue de Cromarty, dans ce petit cap-là, et il trouvait des fossiles, des quantités de fossiles qui étaient extrêmement bizarres. C'était des fossiles d'âge dévonien, c'est-à-dire des fossiles qui ont environ 400-420 millions d'années. Et à l'époque, on savait que c'était certainement parmi les plus anciens vertébrés fossiles, on n'en avait jamais trouvé de plus anciens jusqu'à présent, mais on était un peu dérouté par le fait que certains de ces poissons fossiles ressemblaient peu ou prou à des actuels, et d'autres étaient complètement différents. Et en particulier, ces fossiles, que l'on a appelés plus tard, j'utilise souvent ce terme, les ostracodermes, c'est-à-dire c'est des poissons fossiles sans mâchoire, mais avec un très fort squelette dermique, un squelette dermique extrêmement ossifié. Aussi une vieille gravure du XIXe siècle, mais maintenant on en trouve des quantités un peu partout dans le monde. Et ces ostracodermes, dont la répartition dans le temps va de 359 millions d'années pour les tout derniers, jusqu'à 470 millions d'années à peu près pour les premiers, ces ostracodermes intriguaient énormément Agassiz et les gens de son époque, puisque, voilà un ostracoderme, un vrai, il s'agit d'un ostéostracé, et il les comparait avec des poissons-chats, des siluriformes, comme ce poisson-chat là par exemple. Vous voyez que c'était des poissons avec des écailles extrêmement épaisses et ossifiées, avec également une sorte de bouclier sur la tête, et on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était vraiment des poissons-chats, des poissons de type moderne, à 400 millions d'années, ou au contraire, était-ce une simple coïncidence? C'est pour ça que ces premiers poissons, ces premiers vertébrés connus, ont beaucoup intrigué les amis de Darwin à l'époque, en particulier Thomas Huxley, qui a fait ses premières armes sur justement ces ostracodermes. On voit là ici une reconstitution d'un theraspide, d'un hétérostracé. En considérant, lui, Thomas Huxley s'était dit, mais après tout, c'est peut-être vraiment des poissons osseux, c'est-à-dire des poissons que les zoologistes considéraient comme les plus évolués, beaucoup plus évolués naturellement que des requins, par exemple, ou des esturgeons. Et puis également un autre ami de Darwin, Edwin Ray Lancaster, qui était le directeur du Natural History Museum au XIXe siècle, mais qui a fait lui aussi ses premières armes sur les ostéostracés, c'est-à-dire les ostracodermes, en se posant exactement les mêmes questions, savoir est-ce que c'était des poissons modernes que l'on trouvait dans les plus anciens gisements, les plus anciens terrains livrant des poissons fossiles, ou au contraire était-ce une simple convergence. Et puis,
en regardant de plus près ces ostracodermes, on se rendait compte qu'on ne trouvait jamais la trace de mâchoire, jamais la trace même de dents, de structures évoquant un appareil manducateur. Alors, l'Américain Edward Drinker Cope a décidé que finalement, après tout, puisqu'on ne trouvait jamais de dents ni de mâchoire chez les ostracodermes, c'est donc que c'était des poissons sans mâchoire. Poissons sans mâchoire, mis à part ça, on ne connaissait que les lamproies et les myxines actuelles comme poissons sans mâchoire. Est-ce que des poissons ossifiés, aussi puissamment ossifiés, pouvaient être réellement apparentés aux aux lamproies et aux myxines? Alors on s'était dit que peut-être les ancêtres des lamproies et des myxines avaient perdu progressivement leur squelette et que notre bonne lamproie de la Garonne était un descendant de ces horribles ostracodermes qui auraient perdu toutes leurs écailles et leurs os crâniens. Voilà à peu près. Alors évidemment, les ostracodermes, on les a beaucoup étudiés depuis le début du XXe siècle, et voilà à peu près un ensemble d'une faune de 400 millions d'années, ici au Spitzberg, comprenant des ostracodermes en rose, ici je les ai colorés en rose, cohabitant en bonne entente avec les premiers vertébrés à mâchoire, avec des vertébrés à mâchoire réelle, comme par exemple cette forme apparentée aux poissons à poumons actuels. Mais néanmoins, jusqu'au début du XXe siècle, les ostracodermes restaient un mystère, et c'est Erik Stensieux, un paléontologue suédois, qui a décidé de s'attaquer à ce groupe, et il s'était aperçu que dans le crâne de certains de ces ostracodermes, ce qu'on appelle les ostéostracés, on voyait des canaux, on voyait des traces de canaux et de structures qui pouvaient correspondre à des structures qui logeaient des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Stensieux était un biologiste de formation, donc il savait faire des coupes histologiques, et il a décidé de prendre des crânes d'ostracodermes et de les couper, de les saucissonner comme on le fait pour des tranches de jambon, par exemple. Et il trouvait à l'intérieur des structures extrêmement complexes qu'il reproduisait sur des plaques de cire, comme faisaient les embryologistes à l'époque, qui rassemblaient ces plaques de cire et construisaient un petit modèle en 3 dimensions des structures internes du crâne d'un ostracoderme. Et il s'est aperçu qu'effectivement, curieusement, c'était la prédiction de Cope était juste. Il s'est aperçu que ces ostracodermes n'avaient que 2 canaux semi-circulaires dans l'oreille interne. Ici, on voit ce sont les orbites. Ici, c'est l'oreille interne des 2 côtés. Ici, la cavité pour le cerveau. Et ces 2 canaux semi-circulaires seuls, on les retrouve uniquement chez les lamproies, chez les poissons sans mâchoire actuels. Et effectivement, on a reconfirmé avec des méthodes plus modernes, en utilisant la tomographie par rayon X synchrotron sur des ostracodermes, on a retrouvé exactement ces structures que Stensieux avait retrouvées, avait découvertes en saucissonnant, en coupant, en tomographie, en faisant des coupes serrées dans les crânes des ostéostracés. Alors, après tout cela a été confirmé par des techniques toutes simples de préparation à l'aide d'acides faibles qui montrent la complexité de la structure interne du crâne de ces ostracodermes. Ici, un petit ostracoderme comme ça, un petit céphalaspide en vue ventrale, où vous voyez également toutes les structures, la cavité pour le cerveau, les 2 orbites, enfin les 2 cavités pour les globes oculaires, et ici les cavités pour les capsules optiques. Donc on peut reconstituer l'intérieur de ces crânes, de ces poissons, encore une fois, qui ont environ 400-410 millions d'années, avec la plus grande précision. Voilà un de ces crânes en vue dorsale,
et en vue ventrale, cette cavité ventrale logeait les branchies, et curieusement, on voit aussi là cette petite narine médiane unique que l'on trouve dans la nature actuelle chez les lamproies et qui avait été à l'origine de cette comparaison entre les lamproies et les ostéostracés. Je vous passerai juste quelques détails sur la vue latérale d'un crâne de ces ostracodermes qui montre que sur le côté s'attachaient chez les ostéostracés des nageoires paires. C'est pour la première fois que des poissons avaient de véritables nageoires paires muscularisées. Alors, les ostéostracés en particulier montrent une variation de forme tout à fait surprenante. Vous avez vu tout à l'heure une forme relativement simple. Celui-là présente des espèces de cornes vers l'avant, c'est Thoraspis, il porte bien son nom. D'autres ont des formes d'avion un peu, mais tous présentent à l'intérieur la même structure, la même anatomie interne, la même morphologie, la même forme et la même organisation de la cavité pour le cerveau et de la cavité pour les orbites et les capsules otiques. Alors Stensieux avait proposé un premier schéma de relation de parenté, ce schéma, ce cladogramme avant l'heure, puisqu'il date de 1927, des relations de parenté entre les différents groupes d'ostracodermes et les groupes de vertébrés sans mâchoire de cyclostomes actuels. Voilà sous la même forme, mais avec des représentations, le même arbre. Ici, vous avez les lamproies, ici, vous avez les myxines. Donc, on aurait eu les ostéostracés, parents des lamproies, et les hétérostracés, parents des myxines. Bon, cette idée est maintenant abandonnée. On a réétudié sur la base de très nombreux caractères morphologiques en utilisant la méthodologie dite cladistique, qui est basée sur le principe de parcimonie pour construire les arbres phylogénétiques. Et maintenant, on s'achemine vers une solution où tous les ostracodermes sont en fait des vertébrés des gnatostomes, des vertébrés à mâchoire souches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mâchoire, mais ils sont plus étroitement apparentés aux vertébrés à mâchoire qu'ils ne le sont aux lamproies ou aux myxines. Vu d'une autre manière, plus accessible, voilà l'arbre phylogénétique des vertébrés, où on aurait tous les vertébrés à mâchoire ici, et ici les lamproies, les myxines, et puis quelques petites formes dont je parlerai dans un instant. Et donc les ostracodermes sont tous à la base des vertébrés à mâchoire, même s'ils n'ont pas encore de mâchoire. Ici, vous voyez par exemple les ostéostracés que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont certainement le plus proche parent fossile des vertébrés à mâchoire. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'os, quand on n'a pas d'os? Puisque effectivement, si Stensieux a pu élucider l'anatomie interne des ostracodermes, et en particulier des ostéostracés, c'est simplement parce qu'il y avait de l'os conservé. Mais si on a affaire à une lamproie fossile, par exemple, qu'est-ce qui reste d'une lamproie fossile, puisqu'il n'y a aucun squelette minéralisé? Eh bien, je commencerai par vous parler vous voyez qu'un grand segment, une grande partie de l'arbre des vertébrés, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ici, toute la partie entourée en vert, c'était des formes sans squelette minéralisé. Donc, en principe, aucun espoir de trouver des fossiles. Il y en a quelques-uns, mais la conservation est relativement modeste. Et ici, vous avez par exemple un exemple d'une lamproie, une des plus anciennes lamproies fossiles. Quand elle a été découverte, c'était un peu la révolution, puisqu'on pensait que les lamproies dérivaient des ostracodermes par perte du squelette. Eh bien non, à 300 millions d'années, on trouve une lamproie. Alors évidemment, est-ce que c'est la foi qui sauve? Est-ce que c'est vraiment un hopeful wish, comme disent les Anglais? Est-ce que vraiment c'est une lamproie? Ça y ressemble. Vous voyez ici l'œil, la tête, les poches branchiales, le cartilage piston, voilà une tête de lamproie actuelle par comparaison, et la forme générale de l'animal est assez semblable à une lamproie.
Alors au début, on s'est dit non, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être une simple coïncidence, ça doit être une sorte Évidemment, c'est sûr qu'un fossile de ce type n'est guère plus informatif qu'une limace écrasée sur le bord d'une autoroute, mais néanmoins, ça interpelle. Et finalement, on a retrouvé, alors là on la reconnaît bien, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu une lamproie, cette lamproie fossile qui est beaucoup plus jeune naturellement, elle n'a que 125 millions d'années, qui a été découverte en Chine, et dans les fameux gisements qui livrent également des oiseaux fossiles et des dinosaures. Et là, on reconnaît parfaitement une lamproie avec ses poches branchiales, sa ventouse orale, tout à fait identique. Donc, on s'est dit, tiens, maintenant, on peut avoir accès à des données sur les tissus mous, et en particulier, ça a été important lorsque l'on a étudié Aequictis, qui a été le plus ancien vertébré connu. Alors, on ne savait pas trop ce que c'était, Aequictis, mais Aequictis a été trouvé dans des terrains de 535 millions d'années en Chine, il y a maintenant en 2002. Et Aequictis, quand on l'a trouvé, on était interpellé par ces myomères, ces masses musculaires en forme de V, qui évoquaient un petit peu les vertébrés. Mais les vertébrés à 535 millions d'années, c'était un peu beaucoup. Néanmoins, ayant beaucoup de spécimens, on s'est aperçu que Aequictis laissait la trace de 2 yeux très nets. On a beaucoup de spécimens, et également une capsule nasale, les spécimens étant orientés, fossilisés dans différentes positions. Voilà à peu près la reconstitution que l'on peut donner de Aequictis. Curieusement, cette reconstitution évoque énormément un ancêtre imaginaire d'Amphioxus, des acraniens, qui avait été illustré en 1936 par Holmgren et Stensieux. C'est une imagination totale. C'était à une époque où on pensait qu'Amphioxus avait autrefois possédé une tête. Amphioxus, qui est un petit procordé, un petit proche parent des vertébrés, mais néanmoins non, pas un vertébré. Et l'Amphioxus aurait eu à l'origine une tête il aurait perdu la tête, tout simplement, au cours de l'évolution. Et curieusement, on voit un Amphioxus là, actuel, et curieusement, Holmgren et Stensieux ont fait une espèce d'habile mélange entre un ostéostracé et un Amphioxus. Bon, c'est amusant, ça montre à quel point l'image mentale d'un ancêtre qu'on a complètement imaginé peut parfois aider à la découverte d'un fossile quand on le trouve sur le terrain et on se dit, tiens, ça rappelle quelque chose. Et oui, ça rappelle une reconstitution complètement imaginaire, mais néanmoins, c'est souvent une piste intéressante. On retrouve également ces cas de conservation de tissus mous fossiles qui sont conservés à la faveur d'un film bactérien, les bactéries ayant préservé pendant quelques heures ou quelques jours le fossile les tissus mous de la putréfaction, et on les trouve conservés quand le sédiment est suffisamment fin. Donc actuellement, beaucoup de collègues paléontologues travaillent sur ce qu'on appelle la taphonomie expérimentale, c'est-à-dire comment on peut comprendre les conditions dans lesquelles ces tissus mous, qui normalement sont complètement putrescibles, peuvent être conservés dans les sédiments. Alors voilà une reconstitution, par exemple, de cet Euphanerops à partir de ces quelques tissus mous conservés dans des conditions exceptionnelles. On a également des cas de conservation exceptionnelle chez les placodermes, un groupe complètement éteint de poissons à mâchoire, cette fois-ci, très fortement ossifiés, dont on connaît un peu le squelette interne, mais c'est un groupe qui a disparu complètement, brutalement, il y a 360 millions d'années, mais on peut trouver dans certains cas, dans certaines situations, certains types de gisements, des cas de conservation de vaisseaux sanguins qui sont assez prometteurs puisque on sait maintenant, grâce à ces conservations exceptionnelles de vaisseaux sanguins, que l'on peut avoir des espérances du côté
à partir de certains gisements où le milieu est relativement réducteur. Et récemment, des collègues australiens ont trouvé dans un gisement qui était déjà connu à Gogo, dans le nord de l'Australie, de ces poissons, ces placodermes conservés en 3 dimensions, parfaitement conservés, et à l'intérieur, les tissus mous ont été transformés entièrement en phosphate de calcium sous l'action de films bactériens. Et on est actuellement en train, un de mes anciens étudiants est actuellement en train de les étudier grâce au synchrotron par tomographie au synchrotron de Grenoble. Et puis un dernier exemple, et je m'arrêterai là, avec au sein des vertébrés à mâchoire. Au sein des vertébrés à mâchoire, le grand groupe des sarcoptérygiens, qui sont un groupe qui comprend le sélacanthe, les poissons à poumons et les tétrapodes, c'est-à-dire nous-mêmes, comprend un animal, un poisson tout à fait emblématique que tous ceux qui connaissent un tant soit peu la paléontologie ont déjà entendu parler. C'est Eusthenopteron qui a environ 380 millions d'années, qui vient du fameux gisement de Miguasha. Eusthenopteron a été longtemps considéré comme le précurseur ou un ancêtre, on disait, des tétrapodes, c'est-à-dire des vertébrés terrestres à 4 membres, comme Ichthyostega ou Acanthostega. Et voici par exemple la place de Eusthenopteron en bleu ici, dans l'arbre phylogénétique de ces sarcoptérygiens qui font un petit peu la transition entre les poissons et les tétrapodes. Et il y a quelques années, un célèbre spécialiste du cerveau des poissons, un collègue américain qui s'appelle Glenn Northcutt, assistait à un congrès au Muséum à Paris et avait présenté une superbe conférence sur la transformation, les modifications du système nerveux et en particulier du cerveau à la transition poisson-tétrapode. Et il avait dit « Je vendrai mon âme pour voir le cerveau de Stenopteron ». Donc, il avait terminé sa conférence, je lui dis « Viens donc voir dans mon laboratoire, j'ai trouvé quelque chose ». Et il n'y avait pas besoin de vendre son âme, puisque un de mes doctorants, Alan Pradel, venait d'étudier un ignoptérygien, un crâne d'ignoptérygien fossile d'environ 300 millions d'années, qui vient de 310 millions d'années exactement, des États-Unis. Et les ignoptérygiens sont des poissons apparentés aux requins et aux chimères, assez bizarres. Et en voulant reconstituer le crâne de ce poisson, à l'aide de la tomographie synchrotron, il a vu apparaître une étrange ombre dans la région. Ce sont des tomographies verticales, ça fonctionne c'est un scanner tout simplement. Et il a vu apparaître une curieuse ombre blanche. Et donc, il a refait cette même tomographie avec un autre système que l'on appelle l'holotomographie, qui est un système nouveau en tomographie synchrotron, et il a vu apparaître cette structure. Glenn Northcutt l'a vu, et il s'est assis et il a dit « Ça, si ce n'est pas le cerveau, cette fois-ci, je veux bien vendre mon âme au diable. » Et Alan Pradel a reconstitué en 3 dimensions ce cerveau, et on voit effectivement les lobes optiques, le cervelet. Ça ressemble tout à fait au cerveau d'une chimère actuelle. C'est extrêmement proche. Ici, c'est le nerf optique, et la position au sein de la boîte crânienne, là, le cerveau est ici en position, au sein de la cavité crânienne, si vous voulez, montre que ce cerveau est relativement petit, et même étonnamment petit, mais néanmoins, c'est exactement ce que l'on trouve chez les chimères actuelles. Donc, cette découverte, ce n'est pas en soi extraordinaire, dans la mesure où c'est un cas de conservation exceptionnel, premier cas de conservation exceptionnel probablement pour des tissus nerveux, mais ça laisse des espoirs, d'une part, pour trouver des choses plus intéressantes,
Et d'autre part, ça nous en apprend sur les conditions dans lesquelles ces tissus mous, ces conservations exceptionnelles de tissus mous peuvent survenir. Et maintenant, on comprend mieux la géologie, l'environnement de fossilisation de ce poisson, et je pense qu'on va en trouver probablement beaucoup d'autres. Il est probable d'ailleurs que ce fossile a même été probablement digéré en partie par un requin. Voilà, donc ces fossiles, une fois de plus, les fossiles nous donnent des conditions de préservation, des combinaisons de caractères qui n'existent plus dans la nature actuelle, comme l'illustre par exemple cet oiseau à 4 ailes qui a été trouvé en Chine il y a quelques années et qui effectivement, les plumes ont été trouvées grâce à ces conservations exceptionnelles de tissus mous. Je vous remercie.